Maman m'a envoyé un texto, nous ne pourrons pas venir à l'anniversaire de ta fille. L'argent se fait rare. J'ai répondu, bien sûr, maman. Mais le jour de son anniversaire, ils sont allés skier avec la famille de ma sœur. Ma fille a murmuré, ils ne nous aiment pas, n'est-ce pas? Je l'ai calmé. Le lendemain, j'ai fait quelque chose qui a changé leur vie pour longtemps. Je les ai crus. Quand maman a envoyé un texto, disant qu'il ne pouvait pas venir à l'anniversaire de Lily parce que l'argent se faisait rare, je l'ai cru. Je n'ai même pas hésité. J'ai juste hoché la tête pour moi-même, tapé bien sûr, maman, et je me suis convaincu qu'il devait traverser une épreuve dont il ne voulait pas parler. Lily m'avait posé des questions à leur sujet plus tôt dans la semaine. Elle avait dessiné 2 cartes d'invitation supplémentaires, et les avait mises de côté juste pour eux. Je ne les ai pas jetées. Je les ai glissées derrière le micro-ondes, comme s'ils pouvaient encore venir. Ils ne sont pas venus. La fête tombait un samedi, en plein milieu d'une vague de chaleur anormale. 33 degrés Celsius en octobre. J'ai dû sortir la glacière du garage, et la remplir de glace et de briques de jus. Les enfants sont arrivés en débardeur et en tonnes. Tout le monde transpirait, riait, et courait à travers un arroseur improvisé que j'avais bricolé avec un vieux tuyau. Lily portait une robe de licorne qu'elle avait choisie elle-même, avec ses ridicules baskets scintillantes que je lui avais dit de ne pas abîmer, mais elle les a portées quand même, gambadant dans l'herbe, le glaçage et la craie sur le trottoir, comme si le monde entier lui appartenait. Ça aurait dû être parfait. Et d'une certaine manière, ça l'était. Mais j'ai vu la façon dont elle n'arrêtait pas de jeter un œil à la rue, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Elle ne m'a jamais rien demandé directement pendant la fête. Elle continuait juste de vérifier. Quand ce fut le moment du gâteau, j'ai allumé les bougies et les enfants ont hurlé la chanson d'anniversaire. Elle les a soufflés d'un seul coup et a fait un vœu. Et je ne l'oublierai jamais. Elle a levé les yeux juste après, pleine d'espoir, comme si, peut-être, ce serait le moment où ils arriveraient dans l'allée, mais ils ne l'ont jamais fait. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, j'étais assise sur le canapé, expirant enfin. Mon téléphone a vibré. C'était juste une notification de Facebook. Rien de dramatique, jusqu'à ce que je l'ouvre. Il y avait une photo qu'Amanda avait publiée. Ils étaient à Pine Ridge, la station de ski. Son mari, leurs 2 garçons, tous souriant dans des manteaux et des lunettes de ski, tenant des tasses de chocolat chaud devant une piste enneigée. L'horodatage indiquait 14h14. C'était exactement le moment où Lily ouvrait ses cadeaux, ceux qu'il n'avait pas envoyés. Je suis resté là, à fixer l'écran. Je pense qu'une partie de moi a vraiment attendu qu'Amanda m'envoie un message pour s'expliquer, mais elle ne l'a pas fait. Juste quelques émojis dans la légende, journée en famille flocon de neige skieur cœur rouge. Journée en famille. Ce mot est resté gravé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à Lily, à ses baskets à paillettes, et à la façon dont elle leur avait gardé une place à table. Je n'arrêtais pas de rejouer dans ma tête sa petite voix, disant à l'un des enfants, ma grand-mère est probablement juste en retard. Elle se perd parfois. Le lendemain matin, Lily mangeait ses céréales avec les genoux repliés sur sa chaise. Puis elle m'a demandé si grand-mère et grand-père avaient oublié son anniversaire. Ensuite, elle a demandé quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils ne nous aiment pas, n'est-ce pas, a-t-elle dit, comme si elle le savait déjà. Et je suis resté là, immobile, parce que c'était là, exposé au grand jour, la chose que je tentais de camoufler depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement des anniversaires. C'était chaque fois qu'ils trouvaient des excuses pour ne pas venir nous voir. Chaque fois que je les aidais avec leurs factures, et qu'ils oubliaient quand même les spectacles de l'école de Lily. Chaque fois que les enfants d'Amanda recevaient des cartes, des cadeaux et des week-ends pyjama, et que Lily n'avait que le silence. Et pourtant, je continuais à leur trouver des excuses. Plus maintenant. Ce matin-là, après le départ de Lily pour l'école, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à écrire quelque chose que j'aurais dû écrire il y a des années. Pas une lettre de colère, ni un message dramatique, juste le début de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Et au moment où j'ai cliqué sur envoyer, je ne tremblais pas. Je me sentais lucide. Ce n'était que le début. L'email que je leur ai envoyé n'était pas colérique. Ce n'était ni une diatribe, ni une tentative désespérée de leur faire voir ce qu'ils avaient fait. C'était juste honnête. Je leur ai dit que Lily avait remarqué, que j'étais déçu, que ça faisait mal,
et que j'en avais fini de prétendre que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas menacé de couper le contact. Je n'ai même pas tout expliqué, car à ce stade, ils savaient déjà. J'ai bloqué leur numéro quelques minutes plus tard. Pas par vengeance, mais parce que j'avais besoin de paix. Une paix véritable. Le genre de paix qui n'est pas interrompue par des messages vocaux manipulateurs, ou des textos de pitié me demandant si j'allais bien. Pendant un temps, ce fut le calme. C'était la partie étrange. Pas de message, pas de coup à la porte, pas même un email culpabilisant de maman, ce qui avait toujours été sa tactique préférée. Juste un silence radio. J'avais l'impression qu'il se fichait que j'ai enfin tracé une limite. Mais j'ai remarqué que le silence ne me pesait pas autant que je l'aurais cru. Il était purifiant. Fini de douter de moi-même. Fini d'expliquer à Lily pourquoi certaines personnes vous aiment de manière qui ne ressemble pas du tout à de l'amour. Une semaine plus tard, j'ai arrêté les paiements automatiques pour leurs factures. Pendant des années, j'avais couvert des choses diverses, l'eau, le gaz, les frais de retard occasionnels de carte de crédit. Maman agissait toujours comme si c'était temporaire, qu'ils me rembourseraient. Ils ne l'ont jamais fait. Je n'ai jamais demandé. Je pensais simplement que c'était ce que les filles faisaient. Maintenant, je ne le faisais plus. Le week-end suivant, Lily avait un récital de fin d'année à l'école. Elle portait une robe argentée et un serre-tête avec de petites clochettes qui tintaient quand elle bougeait. Elle se tenait sur scène, au deuxième rang, chantant plus fort que n'importe qui d'autre, me faisant un signe de la main à mi-parcours, comme si elle ne jouait que pour moi. Et sur le chemin du retour, en marchant main dans la main dans notre rue, elle m'a demandé si grand-mère viendrait au récital l'année prochaine. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit, probablement pas. Elle y a réfléchi, puis a dit doucement, peut-être que c'est mieux, comme ça je ne serai pas triste à nouveau. Ça m'a presque anéanti. Ce soir-là, Amanda m'a envoyé un texto, sorti de nulle part. Juste un message simple, on peut parler? Je l'ai fixé un moment. Je ne savais pas à quel genre de conversation elle s'attendait. Elle n'avait pas dit un mot depuis la fête, n'avait reconnu ni la photo, ni le voyage, ni le silence. J'ai pensé qu'elle prenait peut-être leur parti. J'aurais dû m'en douter. Nous avons parlé au téléphone le lendemain. Au début, c'était gênant. Puis elle a dit qu'elle ne savait même pas que maman et papa m'avaient dit qu'ils n'avaient pas les moyens de venir. Elle a appris pour le voyage au ski 2 jours avant. Elle pensait que j'étais au courant. Elle a dit que maman l'avait appelé, lui disant qu'il voulait emmener les garçons voir la neige avant qu'elle ne fonde, qu'ils avaient un peu d'argent de côté. Amanda a supposé que j'étais invité aussi. Je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé, le texto de maman, la façon dont Lily avait regardé la porte toute la journée, la question qu'elle m'avait posée le lendemain matin, celle sur le fait qu'il nous aime ou non. Amanda est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être celle sur qui il comptait parce qu'elle habite près. Fatiguée de prétendre qu'elle ne remarquait pas à quel point il traitait nos enfants différemment. Fatiguée d'être félicitée quand elle se taisait, et punie quand elle ne le faisait pas. Puis elle m'a raconté quelque chose qui a tout changé. Elle a dit que ce n'était pas la première fois qu'il mentait sur l'argent. Qu'il y a quelques mois, maman l'avait appelé pour demander de l'aide pour une facture de service public en retard, mais Amanda venait de les voir acheter une nouvelle télévision à écran plat pour la chambre d'amis. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait jamais parlé. Elle a dit qu'elle avait peur que je dise exactement ce que j'ai dit, qu'il était temps d'arrêter. Parce qu'au fond d'elle, elle n'était pas prête à couper les ponts. Pas encore. Mais elle a admis quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre d'elle. Elle a dit, je pense qu'ils ne savent nous aimer que lorsque nous faisons quelque chose pour eux. Cette phrase est restée avec moi longtemps après avoir raccroché. Je suppose que c'était vrai. Toute ma vie, j'ai pensé que si je donnais plus, si j'aidais plus, si je me montrais plus présente, ils finiraient par m'aimer comme ils l'aimaient, elle. Mais la vérité était plus laide. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait de contrôle et d'utilité. Amanda n'en était pas encore là où j'en étais, mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans sa voix. Pour la première fois, elle ne les défendait pas. Et je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne prenne sa propre décision. Parce qu'une fois que vous le voyez clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et finalement, même ceux qui essaient de s'accrocher, finissent par lâcher prise. 2 semaines se sont écoulées sans un mot d'Amanda. Pas de texto,
pas de nouvelles. J'ai supposé qu'elle avait besoin d'espace. Il faut du temps pour les digérer. On ne désapprend pas toute une vie à se plier pour quelqu'un, surtout quand on s'est convaincu que c'est de l'amour. Je l'ai fait aussi, encore et encore. Pendant ce temps, je commençais à comprendre ce qu'était réellement la paix. Ce n'était pas le silence. C'était la libération de l'attente, la libération du bruit de fond de la culpabilité, des attentes, de la déception. Plus je prenais de distance avec maman et papa, plus je réalisais l'espace qu'ils avaient occupé dans ma tête. Les jours calmes me semblaient autrefois le prélude à un problème. Maintenant, ils ressemblaient à une page blanche. Un soir, j'ai parcouru nos anciennes conversations par texto, non pas pour me torturer, mais juste pour y voir clair. C'était là, sous mes yeux. Des années de reconnaissance de dette émotionnelle, de faveurs codées par la culpabilité, de manipulation enveloppée dans des politesses. Des choses comme « j'aimerais qu'on puisse venir, mais l'essence est chère. Peut-être le mois prochain quand les choses iront mieux. Ta sœur trouve toujours un moyen d'aider. » Et mes réponses, toujours arrangeantes, toujours polies, toujours souples, m'ont donné la nausée. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais passé si longtemps à essayer de gagner quelque chose qu'il n'était jamais disposé à donner. Puis Amanda a appelé. Pas de bavardage. Ils m'ont encore demandé de l'argent. Cette fois, c'était $500, soi-disant pour la voiture de papa, qui était soudainement tombée en panne. Mais Amanda a dit que lorsqu'elle a mentionné combien elle leur avait déjà envoyé cette année, maman a immédiatement changé de sujet et a commencé à parler de leur vieux canapé, disant qu'il donnait mal au dos à papa et qu'il était peut-être temps d'en changer. Aucune honte. N'essayant même plus de déguiser la demande. Amanda a dit qu'elle leur avait dit non. Carrément. Elle a dit à maman, je ne peux pas faire ça en ce moment. Elle a dit que maman était devenue silencieuse. Pas en colère, pas offensée, juste silencieuse. Le genre de silence qu'elle utilise quand elle s'apprête à lancer une pique. Et comme prévu, elle a dit, je suppose que Gloria aurait aidé, mais elle a ses propres problèmes en ce moment. C'est cette phrase qui a tout déclenché. Amanda a dit que quelque chose s'était brisé en elle. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas élevé la voix. Elle a juste dit à maman, non, Gloria en a finalement eu marre d'être utilisée. Et honnêtement, moi aussi. Puis maman a raccroché. Amanda m'a dit qu'elle était restée assise là après, le téléphone toujours à la main, fixant le vide. Elle n'était même pas en colère, juste vide. Et puis elle m'a appelé. Elle a demandé, tu penses qu'ils nous ont déjà aimés? Pas aimés d'amour. Appréciés. Nous, les vrais nous. Je n'ai pas édulcoré les choses. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, je ne pense pas qu'ils aient jamais su aimer quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Je lui ai dit que je pensais que si j'étais assez serviable, si j'étais fiable, généreuse, altruiste, peut-être qu'un jour j'obtiendrais la version d'eux qu'il lui donnait à elle. Mais maintenant, je le voyais clairement. Il ne traitait pas mieux Amanda parce qu'il l'aimait plus. Il la traitait mieux parce qu'elle était plus facile à manipuler. Amanda est redevenue silencieuse. Puis elle a dit qu'elle allait arrêter. Elle ne savait pas exactement comment ni quand, mais elle en avait fini d'être la solution de secours, la réparatrice, la fille qui les sortait toujours d'affaires juste pour ne pas avoir à porter leur déception. Elle a dit qu'elle n'était pas prête à les bloquer, pas encore. Mais elle ne décrocherait pas le téléphone la prochaine fois non plus. Elle n'irait pas leur rendre visite. Elle n'enverrait pas de carte d'anniversaire. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour faire le deuil des parents qu'elle pensait avoir. Je lui ai dit que c'était exactement ça, un deuil. Et qu'elle avait le droit de ressentir tout ça. Ce week-end-là, Lily et moi sommes allés au champ de citrouilles. Nous y sommes restés des heures. Elle a choisi la citrouille la plus bizarre de tout le champ et l'a nommée Greg. Elle portait des collants rayés et un sweat à capuche 3 tailles trop grand, et ressemblait à une petite sorcière courant à travers le foin. Pas d'appel, pas de culpabilité, pas de faveur de dernière minute, juste nous. Et sur le chemin du retour, alors que nous passions devant toutes les fermes et les décorations d'Halloween, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu es plus heureuse maintenant qu'ils ne viennent plus? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop prise au dépourvu. Mais ensuite, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, oui, je le suis. Et pour une fois, ce n'était pas seulement quelque chose que je disais pour qu'elle se sente en sécurité. C'était vrai. Ce que je ne lui ai pas dit,
c'est que cela ne concernait pas seulement les anniversaires ou les voyages au ski. Il s'agissait de nous choisir enfin, elle et moi. Maman et papa n'ont pas seulement oublié de se montrer. Ils nous ont appris, lentement et au fil des ans, que nous n'avions de valeur que lorsque nous donnions. Mais maintenant, c'était fini de donner, et Amanda était déjà à mi-chemin de la sortie. Elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Et j'avais tout le temps du monde pour attendre. L'appel suivant n'est pas venu d'Amanda. Il venait de Wells Fargo. Je rentrais de la leçon de piano de Lily quand j'ai vu un appel manqué et un message vocal. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Peut-être une autre alerte à la fraude, ou un suivi de cette agaçante offre de récompense de carte de crédit à laquelle je n'ai jamais souscrit. Mais le message était différent. La femme au bout du fil me demandait poliment de rappeler pour confirmer une activité sur un compte, impliquant une demande de prêt conjointe. Quoi? Je me suis garé sur le parking de la pharmacie et les ai rappelés immédiatement, l'estomac déjà noué. L'homme qui a répondu m'a demandé si j'étais au courant d'une demande de prêt soumise il y a 2 jours, pour une ligne de crédit personnel d'un montant total de $20 000. Mon nom, mes informations, mon numéro de sécurité sociale. J'ai dit absolument pas. Il a fait une pause, puis m'a demandé si j'avais un co-signataire nommé Cynthia Morris. C'est ma mère. Je n'ai même pas ressenti de colère au début, juste de la stupeur. Comment a-t-elle même obtenu mon numéro de sécurité sociale? Puis je me suis souvenu. Il y a des années, je les avais aidés à remplir un dossier de refinancement hypothécaire. J'avais rempli les papiers, téléchargé les documents. Je n'y avais jamais réfléchi à 2 fois. C'étaient mes parents. Apparemment, ils n'avaient jamais oublié. J'ai conduit directement à la maison et j'ai commencé à passer des appels. Le prêt n'avait pas été approuvé, Dieu merci. Mais le fait qu'ils aient essayé, qu'ils ne me l'aient même pas dit, c'était comme recevoir une gifle par derrière. J'ai appelé Amanda. Elle a répondu à la première sonnerie. Quand je lui ai raconté, elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis elle a dit, ils me l'ont fait une fois aussi. En 2020. Je ne voulais juste pas te le dire. Ils avaient utilisé ces informations pour ouvrir une carte de crédit de magasin. Maman a prétendu que c'était une erreur, qu'elle pensait qu'Amanda l'avait mise en place pour eux. Amanda a laissé tomber, a payé le solde, et n'en a plus jamais reparlé. Et voilà que ça recommençait, un schéma, une histoire. Nous n'étions pas des filles pour eux. Nous étions des ressources, des plans B, des codes de crédit ambulantes. Amanda n'a pas pleuré. Moi non plus. Nous étions au-delà de ça. Au lieu de cela, Amanda a dit quelque chose d'inattendu. J'ai terminé. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle allait les bloquer. Tous. Sans avertissement, sans explication, juste terminé. Puis elle a ajouté, tu avais raison. Ils s'en fichent. Ils ont juste besoin de quelqu'un. Et quand ce ne sera plus nous, ce sera quelqu'un d'autre. Un cousin, un voisin, un ami de l'église, quiconque décroche en premier. Et elle avait raison, car 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma cousine, Lorraine. Nous ne sommes pas très proches. On se parle peut-être 2 fois par an, mais elle semblait confuse et mal à l'aise. Elle a dit que maman l'avait contactée, lui disant qu'elle s'inquiétait pour moi, que je traversais une période difficile. Qu'ils avaient été coupés financièrement et émotionnellement, et qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Maman a eu le culot de lui dire qu'Amanda et moi avions des problèmes mentaux, que nous étions dépassés et que nous nous en prenions à eux. Ils ne cherchaient plus seulement de l'argent. Ils réécrivaient le récit, essayant de nous transformer en méchantes avant même que nous ayons eu la chance de nous expliquer. J'ai dit la vérité à Lorraine. Je n'ai pas édulcoré les choses. Je lui ai parlé du faux prêt, des mensonges, des années de manipulation émotionnelle silencieuse. Je ne lui ai pas demandé de choisir un camp. Je lui ai juste demandé de ne pas être dupe. Elle n'a pas dit grand-chose, mais avant de raccrocher, elle a dit « Je suis désolée. Je n'en avais aucune idée. Ta mère a fait comme si tu étais instable. » Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a transpercé. Ils n'avaient pas le cœur brisé que nous les ayons coupés de nos vies. Ils y étaient préparés. Et ils avaient un plan. Ils trouvaient déjà de nouvelles personnes à exploiter, jouant déjà les victimes dans une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes. Amanda et moi n'étions même plus des personnes pour eux. Nous étions des problèmes à justifier. Mais je m'en fichais.
qu'ils racontent leurs histoires, qu'ils chassent de nouveaux bienfaiteurs, car l'argent avait disparu, l'accès était coupé, les mensonges s'effondraient. Et cette fois, nous ne reviendrions pas. Nous n'avons pas seulement fermé la porte. Nous l'avons verrouillée. Et même leurs histoires larmoyantes ne les feraient plus passer. Amanda ne les a pas bloquées tout de suite. Elle a dit qu'elle voulait attendre le matin, y réfléchir pendant la nuit pour s'assurer qu'elle ne réagissait pas seulement sur le coup de l'émotion, mais nous connaissions toutes les deux la vérité. Ce n'était pas une réaction. C'était une fin longue et lente, qui se traînait vers le précipice depuis des années, et qui venait finalement de basculer. Le lendemain matin, elle m'a envoyé une capture d'écran, maman bloquée. Papa bloqué. Pas de message, juste cette image. Simple, définitive. C'était comme une porte qui claque dans une maison où nous avions vécu. Quand je l'ai appelée, je m'attendais à moitié à ce qu'elle ait l'air fragile ou incertaine. Au lieu de cela, elle semblait plus légère. Pas heureuse, pas encore, mais lucide, comme une pièce qui vient d'être aérée. Elle a dit, je pensais que je me sentirais comme une fille horrible, mais non. J'ai l'impression que quelqu'un a enfin arrêté de me mentir. Puis elle m'a raconté quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne auparavant. Maman lui avait pris de l'argent et ne l'avait jamais remboursé. Pas une seule fois. Ça a commencé juste après le mariage d'Amanda. De petites choses au début. 100 ici, 200 là. Puis sont venus les appels où on est en retard sur le loyer, même s'ils étaient propriétaires de leur maison. Les mensonges juste le temps que le chèque soit encaissé. Une fois, Amanda lui a donné 1500 $ pour aider à couvrir ce qu'elle pensait être une taxe foncière en retard. Des semaines plus tard, elle a découvert qu'ils l'avaient utilisé pour une croisière qu'ils avaient réservée avec un autre couple de l'église. Elle n'a rien dit. Elle a dit que c'était un malentendu. Elle a ravalé sa fierté, mais c'est resté avec elle. Et maintenant, elle n'arrivait pas à croire combien de temps elle avait laissé faire. Ce soir-là, elle a tout raconté à son mari, chaque vérité inconfortable, chaque dette, chaque manipulation émotionnelle. Et au lieu de lui dire de pardonner et de passer à autre chose, il a dit la chose la plus réconfortante qu'elle ait jamais entendue de quelqu'un extérieur à notre famille, tu ne leur dois rien, et surtout pas ta paix. Cette phrase est restée avec elle, et avec moi aussi. Ce qu'Amanda ne savait pas encore, ce que je ne lui avais pas dit, c'est que maman était déjà passée à autre chose. J'avais gardé le silence à ce sujet, mais j'avais vu les publications. Une cousine du côté de papa avait recommencé à partager des photos avec eux. Des dîners, des événements de l'église, de petites choses. Et je savais exactement ce que maman avait fait. Elle avait pivoté, changé le récit. Gloria et Amanda étaient difficiles. Nous traversions une mauvaise passe. Nous avions besoin d'espace. Ils nous donnaient juste du temps pour guérir. C'était si fluide, si bien répété, que j'ai presque ri quand je l'ai réalisé pour la première fois. Ils n'étaient pas anéantis. Ils étaient adaptables, comme des escrocs chevronnés qui avaient simplement perdu 2 investisseurs et qui étaient maintenant en train d'amadouer le prochain lot. Et bien sûr, cette semaine-là, ma cousine Lorraine m'a de nouveau envoyé un texto. Elle a dit que maman lui avait demandé si elle pouvait les conduire à un rendez-vous la semaine prochaine. Lorraine a dit oui, mais a ajouté que maman n'arrêtait pas de mentionner à quel point ils étaient coupés du monde, et combien c'était dur pour eux financièrement et émotionnellement. J'ai posé une seule question à Lorraine, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi on ne leur parle plus? Elle a fait une pause, puis a écrit, non, elle a juste dit que c'était soudain, que toi et Amanda étiez devenus froides. C'est là que j'ai parlé à Lorraine du prêt, de la carte de crédit qu'ils avaient ouverte au nom d'Amanda, des mensonges sur l'anniversaire, du voyage au ski. Elle n'a pas répondu pendant un long moment, mais plus tard dans la nuit, elle a renvoyé un message, elle a fait comme si tu étais instable, mais maintenant ça a du sens. Je suis vraiment désolé. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous n'étions pas seulement en train de guérir. Nous commencions à les démasquer. La vérité ne restait plus dans l'ombre. Elle bougeait, se propageait, trouvait la lumière. Une semaine plus tard, Amanda nous a invités. Juste elle, son mari, ses garçons, et nous. Lily a couru directement dans le salon comme si elle y vivait. Les enfants ont déversé des jeux de société, des pièces de puzzle et des snacks partout sur le sol. Nous sommes restés des heures. Pas de tension, pas de faux semblants, juste nous. Après le dîner, Amanda m'a regardé et a dit, ça ressemble plus à une famille que tout ce que nous avons connu en grandissant. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête parce qu'elle avait raison.
Nous étions nés dans une famille d'utilisateurs, mais nous en avions construit une basée sur l'honnêteté, sur le fait de dire non, sur la protection de nos enfants contre la même faim émotionnelle avec laquelle nous avions été élevés. Et juste avant de partir, Amanda m'a tendu quelque chose, un cadre photo. À l'intérieur, il y avait une photo de tous nos enfants assis dans son jardin, souriants, sales, heureux. Elle a dit, accrochons ça là où était la photo de mariage de maman et papa. J'ai ri. Et j'ai fait exactement ça, parce que ça, c'est la famille maintenant. Et pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de réparer l'ancienne. J'étais enfin en paix avec l'idée de la laisser partir. Les fêtes sont arrivées plus vite que prévu cette année-là. Et pour la première fois de ma vie, je ne les redoutais pas. Il n'y avait pas de pression pour faire semblant, pas de faux sourires à étirer sur des sentiments brisés, pas de station debout dans une cuisine avec un nœud à l'estomac, pendant que maman faisait des commentaires sur ma fatigue, le silence de Lily, ou sur le fait qu'Amanda était si serviable avant d'être occupée. Rien de tout ça. Amanda et moi avions tout planifié des semaines à l'avance. Thanksgiving serait chez elle. Pas de parents, pas de famille élargie essayant de jouer les pacificateurs. Juste nous, les enfants, son mari, et une table pleine de plats faits de nos propres mains. J'ai apporté les patates douces préférées de Lily. Amanda a fait de la farce maison. Les garçons ont ruiné la première fournée de biscuits en ajoutant du sel au lieu du sucre, et nous avons tous tellement ri que nous nous en fichions. Nous avons mangé jusqu'à plus faim, puis nous nous sommes blottis dans le salon avec des couvertures et de vieux dessins animés de Noël. C'était comme si une nouvelle tradition était née. Une qui ne venait pas avec de la culpabilité ou des regards froids. Après être rentré ce soir-là, je bordais Lily dans son lit quand elle a dit « C'était le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Tu n'as pas pleuré cette année. » Je me suis figé, parce qu'elle avait raison. Elle s'en souvenait. Chaque année auparavant, j'avais fini la soirée en essuyant mes larmes dans la cuisine, essayant de prétendre que c'était juste le stress, le vin ou les hormones. Elle l'avait vu, même quand je pensais le cacher. Non, elle a remarqué l'absence de douleur. C'est là que j'ai réalisé que nous avions fait le bon choix. Pas seulement pour nous, mais pour eux, pour nos enfants. Nous avions brisé le cycle. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas une carte, même pas manuscrite. C'était une lettre imprimée de 4 pages, sur du papier ivoire épais, avec une adresse de retour et mon nom complet tapé sur l'enveloppe, comme si c'était une note de service de maman. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur le comptoir pendant 2 jours. Quand je me suis finalement assise pour la lire, j'étais à mi-chemin du premier paragraphe avant de savoir exactement ce que c'était, une performance soigneusement formulée, passive-agressive, et conçue pour rejeter la faute. Elle ne s'est jamais excusée une seule fois, ni pour le voyage au ski, ni pour les mensonges, ni pour avoir essayé de contracter un prêt à mon nom. Au lieu de cela, elle a écrit sur la façon dont Amanda et moi avions changé, comment le monde nous avait rendus durs et ingrates, comment nous avions oublié qui nous avait élevés, et à quel point il était triste que nous apprenions à nos enfants à abandonner la famille. Elle a utilisé des mots comme rupture, trahison, distance émotionnelle, comme si elle était la victime d'une attaque soudaine. La dernière ligne disait, « Vous, les filles, étiez notre plus grande fierté. C'est dommage que vous ayez choisi d'effacer cela. » J'ai brûlé la lettre dans un brasero chez Amanda le week-end suivant. Nous n'en avons même pas parlé. Nous avons juste regardé les pages se recroqueviller et noircir. Ces garçons faisaient griller des guimauves à proximité, comme si c'était juste une autre soirée agréable. La même semaine, Amanda m'a transféré une capture d'écran d'un de nos cousins. Maman et papa s'étaient présentés chez un ami de l'église pour un dîner de fête. Grand sourire, tenant des assiettes de nourriture. La légende disait, béni d'être entouré par une vraie famille ce Noël. Ils n'avaient même pas essayé de nous recontacter. La lettre n'était pas une branche d'olivier. C'était un dossier, une version écrite des événements qu'ils pourraient brandir en disant, vous voyez, on a essayé. Amanda l'a très bien dit, ils n'essayaient pas de revenir. Ils essayaient de couvrir leurs traces. Et la vérité, c'est que nous n'avons jamais été le but. Nous n'étions que la provision, la solution de secours. Quand nous avons coupé ça, ils sont passés à autre chose rapidement. Ils avaient de nouvelles personnes maintenant, un nouveau public. Probablement déjà en train d'amadouer un cousin, un ami ou un voisin. Probablement en leur racontant des histoires sur comment leur fils s'était égaré, comment ils avaient tout sacrifié, comment ils essayaient juste de survivre à une saison déchirante de leur vie.
Mais nous ne faisons plus partie de cette histoire. Nous avons quitté les pages, et nous écrivons autre chose maintenant. Le matin de Noël, Amanda et sa famille sont venus. Les enfants ont déballé les cadeaux comme des animaux sauvages. Nous avons fait des pancakes et regardé des films toute la journée. À un moment donné, Lily m'a attrapé la main et m'a tiré par terre pour jouer à un jeu de société. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à maman ou papa une seule fois ce matin-là. Pas une seule fois. Il n'y avait pas de pièces manquantes, pas de douleur, pas d'attente, juste cette joie chaleureuse et ordinaire. Et quand Amanda s'est penchée et a dit « C'est ça, notre famille », maintenant, je savais qu'elle avait raison. Maman et papa n'ont pas perdu leur fille. Ils les ont laissés partir à la seconde où nous avons cessé d'être utiles. Ils n'appelleront plus. Ils ne s'excuseront pas. Ils ne se réveilleront pas un jour en réalisant ce qu'ils ont perdu, parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont rien perdu à leurs yeux. Ils sont juste passés à la source suivante, à la prochaine personne à culpabiliser, au prochain portefeuille à ouvrir. Mais nous avons tout gagné. Nous avons arrêté de saigner pour des gens qui n'ont jamais offert un seul pansement. Nous avons terminé l'histoire selon nos propres termes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous n'avons jamais regardé en arrière.